La pire nuit de ma vie a commencé quand je suis entré au motel Green Creek. C'était un motel isolé, situé juste le long de l'autoroute. Je rentrais chez moi après un long trajet de 9 heures et je cherchais un endroit pas cher pour passer la nuit. J'étais épuisé quand je me suis approché de la réceptionniste pour demander une chambre, mais elle m'a regardé et a dit « Je suis désolé, monsieur, mais toutes nos chambres sont déjà réservées. Pourriez-vous vérifier à nouveau? Je suis tellement fatigué et je ne veux pas dormir dans ma voiture. Il doit bien y avoir au moins une chambre libre. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune chambre disponible pour le moment. Je suis vraiment désolé, monsieur. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire. » Le motel était ma seule option car il n'y avait rien d'autre à des kilomètres à la ronde et je ne voulais vraiment pas dormir dans ma voiture, mais il semblait que je n'avais pas le choix. Cependant, un homme à l'air sympathique qui avait entendu notre conversation s'est approché de la réceptionniste et a dit « Vous pouvez prendre notre chambre. » Je m'apprêtais justement à partir. La réceptionniste le regarda alors et demanda « Et votre femme, monsieur Bénard? Oh, elle a quitté l'hôtel ce matin. J'allais la rejoindre à la maison. » Je remerciai immédiatement l'homme et lui serrai la main. Il répondit alors avec un sourire bienveillant en disant « J'espère que vous passerez une bonne nuit. » La réceptionniste m'informa qu'il devait rapidement nettoyer la chambre avant que j'y passe la nuit. Elle me demanda ensuite combien de temps je restais et je décidai de réserver la chambre pour le week-end car je pensais que ce serait une bonne idée de faire une pause sur la route pendant quelques jours. En entrant dans la chambre, mon nez perçut une légère odeur que je supposais venir de la salle de bain. Le lit était aussi inconfortable, mais la chambre était spacieuse et je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix. Après une longue douche, j'allais me coucher, mais je n'arrivais pas à dormir. Pour une raison inexplicable, je n'arrêtais pas de me retourner et quand je finis par m'endormir, je fis le rêve le plus étrange. Je me trouvais dans un couloir sombre et j'entendais une femme hurler de douleur. Je sentais qu'elle essayait de dire quelque chose à travers ses cris, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais un mal de tête fou. C'était comme la pire nuit de ma vie, et je me demandais si j'aurais mieux fait de dormir dans ma voiture. Mais j'avais déjà payé pour tout le week-end, alors j'ai pris un Advil et je suis allé prendre le petit déjeuner. Même si j'avais essayé de tourner la page sur cette nuit horrible, je n'arrivais pas à chasser les cris de cette femme de ma tête, et ça me hantait tout au long de la journée. C'était devenu insupportable et j'espérais presque avoir de la fièvre. Je me disais que c'était sûrement le stress du long trajet et que j'avais juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Pourtant, j'ai fait un autre rêve bizarre la nuit suivante. Je tombais dans un abîme noir pendant ce qui semblait une éternité et quand j'ai atterri, j'étais allongé sur mon lit dans le motel. Je ne pouvais pas bouger mes bras ni mes jambes, mais je sentais que quelqu'un était allongé à côté de moi. C'était une femme pâle. J'ai essayé de l'appeler, mais je n'arrivais pas à parler. La femme a alors lentement levé la tête et m'a regardé, me laissant voir son visage en entier. J'ai poussé un cri terrifiant car sa peau se décollait de son visage et ses orbites étaient vides. La femme a alors commencé à répéter « Pousse-toi, t'es trop lourd, je veux juste me reposer, laisse-moi me reposer. » Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie et je me suis réveillé en hurlant, couvert de sueur. Je n'avais jamais été superstitieux, mais je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette chambre de motel. La mauvaise odeur dans ma chambre était devenue insupportable et écœurante. J'avais un pressentiment troublant, alors je suis allé voir la réceptionniste pour lui demander de vérifier mon matelas. Elle m'a regardé comme si j'étais fou, avant de m'assurer que la chambre était propre et qu'il n'y avait rien d'anormal avec le matelas. Je n'étais pas convaincu, alors j'ai sorti mon canif, je suis retourné dans ma chambre et j'ai éventré le matelas. La réceptionniste a cru que j'étais devenu fou et a menacé d'appeler la police. Mais elle s'est tue quand j'ai découvert le cadavre d'une femme cachée à l'intérieur du grand matelas. Les autorités ont été immédiatement contactées et le corps a été identifié comme étant celui d'Abigail Bernard. C'était la femme de l'homme qui m'avait cédé sa chambre. La police a envoyé plusieurs agents chez lui, mais il avait déjà disparu. Les détectives ont mené une enquête et ont découvert que le couple s'était disputé la nuit précédente et que ça avait mal tourné. Des clients des chambres voisines ont déclaré aux détectives qu'ils avaient entendu Abigail crier le jour où Bernard avait quitté l'hôtel. Sans que cela soit confirmé, les détectives pensent que le couple s'est violemment disputé et que Bernard a tué Abigail.
Il a ensuite habilement scellé son cadavre à l'intérieur du matelas du motel, car il ne pouvait pas transporter son corps sans être capturé par les caméras du motel. Je n'ai jamais réussi à me remettre du fait que j'avais dormi 2 nuits sur le cadavre en décomposition d'une femme au motel Green Creek. La vue de son corps en décomposition à l'intérieur du matelas était vraiment horrible, et je n'arrivais pas à imaginer comment un homme d'apparence si douce pouvait commettre de tels actes contre sa propre femme. Je n'ai plus jamais dormi dans un motel après cette nuit-là, et même si plusieurs mois ont passé, certaines nuits, quand je ferme les yeux, j'entends encore Abigail crier au loin. J'ai travaillé comme gérant de motel pendant la majeure partie de ma vie, et durant tout ce temps, j'ai été témoin d'horreurs indicibles, des deals de drogue qui tournaient mal aux clients psychotiques qui laissaient leur chambre dans un état déplorable. Cependant, rien n'était pire que ce que j'ai vécu le 16 mai 2009. Je suis arrivé tôt au travail ce matin-là et j'ai suivi ma routine habituelle. Il y avait 30 chambres dans le motel, mais une chambre en particulier était toujours réservée toute l'année par un certain docteur Lucas Howard. Lucas Howard était un chirurgien plasticien autoproclamé qui n'avait pas de licence pour exercer. Cependant, il était un ami proche de la famille du propriétaire du motel. Alors, on lui avait accordé une chambre spacieuse à l'arrière du motel pour mener ses opérations illégales en échange d'une partie de ses bénéfices. J'étais consterné lorsque j'ai découvert ces actes troublants et illégaux, mais je ne pouvais pas les signaler aux autorités, car le propriétaire m'avait menacé de me licencier si je disais quoi que ce soit. J'avais désespérément besoin de ce travail, car ma femme ne pouvait pas travailler après être tombée malade, et nous avions 5 enfants à nourrir. Je n'avais pas d'autre choix que de me taire, et chaque jour qui passait, je regardais plusieurs des clients du docteur Howard entrer par les portes de ce motel. La plupart étaient de jeunes femmes désespérées qui ne pouvaient pas se payer un chirurgien plasticien agréé. J'avais toujours pitié d'elles, car elles repartaient souvent bien pires qu'à leur arrivée. C'était dur pour moi de voir ce que le docteur Howard faisait à ces jeunes femmes. J'avais 2 filles à la maison, et je voyais bien que la plupart étaient contraintes ou forcées. Même si j'avais juré de me taire, j'ai bien fait comprendre au docteur Howard que je n'approuvais pas ce qu'il faisait. Je lui lançais des regards noirs chaque fois qu'il entrait dans le motel. On a eu une altercation le matin de son arrivée. Il m'a regardé et a dit « Dr. Howard, t'as intérêt à effacer ce petit air suffisant et vertueux de ton visage, Dean. Tu crois que je ne te vois pas juger mes clients et moi chaque jour? Pour qui tu te prends, bon sang? C'est difficile de garder son sérieux, Howard, quand je sais que tu charcutes de jeunes femmes dans l'arrière-salle et que tu les renvoies chez elles complètement défigurées. Quelle que soit ta relation privilégiée avec les propriétaires, je reste le gérant de ce motel et je n'ai jamais cautionné les activités illégales que tu mènes ici. N'oublie pas que c'est grâce à mes bénéfices que tu es payé et je pourrais très facilement te faire virer demain. Alors surveille ton attitude, Dean, si tu veux garder ton poste et pouvoir payer les médicaments pour ta femme malade. » Il est parti en me regardant de haut et je n'ai pu que serrer les dents de rage car je ne pouvais pas me permettre de perdre mon travail. Je savais que le docteur Howard était un homme tordu, prêt à tout pour arriver à ses fins. C'est pour ça qu'il menaçait toujours de me faire perdre mon emploi si je parlais, me rappelant souvent mes 5 enfants et ma femme clouée au lit, qui dépendaient tous de moi. Après, le docteur Howard était entré dans son bureau pour voir ses clients, et moi, j'arrosais les grandes plantes en pot que les propriétaires m'avaient demandé de placer dans tout le motel. Quand j'eus terminé, je vis une jeune femme d'environ 22 ans entrer dans le motel. Je voyais bien qu'elle était extrêmement nerveuse quand elle s'approcha de moi et dit « Bonjour, monsieur. Je cherche le docteur Howard. » Je voyais bien qu'elle avait vraiment peur. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Quoi qu'il vous ait promis, ça n'en vaut pas la peine. J'ai vu ce qu'il fait à d'autres jeunes femmes comme vous. Alors s'il vous plaît, faites-moi confiance et rentrez chez vous. » Avant que je puisse finir ma phrase, le docteur Howard sortit de son bureau et dit « Je t'ai dit de ne pas parler à mes clients, Dean. » Il se tourna ensuite vers la fille et dit « Ignore ce qu'il t'a dit, Anastasia. Tu es en de bonnes mains avec moi avant de l'emmener pour commencer l'opération. » Au bout de quelques heures, je l'entendis crier « Dean, j'ai besoin de toi ici tout de suite. » Je me précipitais pour voir ce qui se passait et je hurlais d'horreur en voyant le corps mutilé d'Anastasia, sans vie sur la table.
Je n'en pouvais plus. Je ne peux plus continuer, Howard. J'appelle la police. Mais avant que je puisse attraper mon téléphone, le docteur Howard a posé un scalpel ensanglanté sur ma gorge en disant « Je vais te trancher la gorge et te passer dans le broyeur comme les autres. » Sois raisonnable, Dean. Inutile de jouer les bons samaritains, tu es aussi coupable que moi maintenant. Ce serait dommage de laisser tes enfants et ta femme malades sans soutien, alors ferme-la et aide-moi à me débarrasser du corps. J'ai pensé à me battre et fuir chez les flics, mais je savais que je n'avais aucune chance contre lui, alors j'ai accepté. On a tous les deux porté son cadavre ensanglanté jusqu'au broyeur derrière, où le docteur Howard jetait habituellement les corps de ses opérations ratées. J'ai tout fait pour ne pas vomir pendant qu'on la jetait dans le broyeur, avec les restes de plusieurs victimes qui n'avaient pas survécu à leurs opérations. Après qu'ils aient tous été hachés en morceaux, je me suis demandé ce qu'ils faisaient de leurs restes. Alors je lui ai posé la question. Dr. Howard s'est retourné et m'a regardé avec un sourire malsain. Eh bien, je savais que ce serait dommage de laisser leurs cadavres se perdre. Alors, j'utilisais leurs restes déchiquetés comme engrais naturel pour toutes les plantes en pot qui ornent le motel. Je n'avais aucune idée qu'ils faisaient quelque chose d'aussi horrible, et j'ai été forcé de me taire. J'ai aussi menti aux autorités quand elles sont venues poser des questions sur les clients disparus d'Howard. Comme je leur ai dit, je ne savais rien. J'étais son complice désormais, et même s'il m'avait laissé garder mon poste en récompense de mon silence, je savais que je ne pourrais plus jamais regarder ma femme ou mes filles dans les yeux après les choses horribles que j'avais faites cette nuit-là. Le motel Brimshire était dans ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père avait acheté le motel à un ami en 1953 et il l'avait transmis à mon père après sa retraite. Mon père me disait toujours qu'un jour ce motel serait à moi, et je n'oublierai jamais le jour où il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Écoute-moi bien, Richard. Ton grand-père a versé sang et sueur dans ce motel pour subvenir aux besoins de notre famille. Les affaires n'ont pas été bonnes ces dernières années, mais j'ai promis à ton grand-père que quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas ce motel. Un jour, tout cela sera à toi, et j'ai besoin que tu me promettes de tout faire pour perpétuer l'entreprise familiale. » J'ai commencé à gérer le motel quand mon père a eu 70 ans. Ce n'était pas facile de posséder un vieux motel car la plupart des clients préféraient des établissements plus modernes avec de meilleurs services. Cependant, j'étais déterminé à tenir ma promesse à mon père, alors j'ai tout fait pour que notre motel soit compétitif en offrant des chambres pas chères et de bons services à nos clients. Tout se passait bien au début, mais ça a changé quand j'ai remarqué qu'un homme bizarre avait commencé à rôder autour de notre motel. L'homme avait un regard inquiétant et il me regardait toujours comme si je lui devais quelque chose. Je n'avais jamais rencontré cet homme auparavant et je me demandais qui il pouvait être ou pourquoi il surveillait notre motel. Je n'y ai pas vraiment prêté attention au début, mais les choses ont vite pris une mauvaise tournure quand cet homme dérangé a commencé à me suivre. J'étais terrifié, car je le voyais souvent me surveiller du coin de l'œil dès que j'arrivais au motel. Je suis allé voir les autorités, mais elles n'ont pas réussi à identifier ni à retrouver l'homme que je croyais être en train de me traquer au motel. Pour une raison bizarre, mon harceleur avait réussi à échapper aux autorités, car il semblait toujours apparaître quand il n'y avait personne d'autre autour. J'essayais de garder mes distances, car je sentais qu'il était dangereux et je voulais éviter toute confrontation. Cependant, malgré tous mes efforts pour éviter cet homme, il trouva un moyen de m'approcher quand j'étais seul. Ses yeux étaient rouge sang et il avait l'air négligé quand il dit « Où est-il » ? « Je sais que tu l'as. Je t'observais et je sais que tu le caches dans ce motel. » Même si j'avais peur, je réussis à garder mon calme. « Je crois vraiment que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Et si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la police. » L'homme porta la main à sa poche, mais heureusement, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, la sécurité du motel arriva et il s'enfuit, disparaissant dans l'obscurité. Je les remerciais de leur aide et leur demandais de rester à l'affût. J'ai aussi commencé à porter mon arme, car après avoir rencontré mon harceleur, j'ai supposé que c'était un homme instable qui me confondait avec quelqu'un d'autre.
Le soir suivant, je finissais quelques affaires dans mon bureau quand ma fenêtre fut fracassée par une grosse pierre. En quelques secondes, l'homme se tenait dans mon bureau, mais cette fois j'étais prêt. Alors j'ai sorti mon arme et dit « Vous avez 5 secondes pour partir avant que je vous tire dessus ou appelle la police. » L'homme, qui avait maintenant les larmes aux yeux, me regarda. « S'il vous plaît, baissez votre arme, je veux juste parler. Je sais que j'ai agi comme un fou, à vous suivre tout ce temps, mais je cherche juste mon fils. » Notre relation était mauvaise et on se parlait peu, mais il a récemment pris contact en disant qu'il séjournait au motel Brimshire. C'était le dernier message que j'ai reçu de lui avant qu'il disparaisse, et je pensais que vous lui aviez fait quelque chose. Alors, je vous ai suivi pour le découvrir. Comme je vous l'ai dit, monsieur, vous faites erreur sur la personne. Je n'ai rien fait à votre fils. L'homme a alors fondu en larmes. Je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne pouvais pas aller à la police car il n'avait pas ses papiers, alors j'ai dû le chercher moi-même. Je perds la tête et j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. J'ai eu pitié de l'homme, alors j'ai baissé mon arme et je l'ai calmé. Je lui ai ensuite offert du thé et lui ai dit que je ferais tout mon possible pour retrouver son fils disparu. Il a commencé à me remercier avant de s'effondrer brusquement sur le sol. Le sédatif avait finalement fait effet, alors j'ai appelé la sécurité du motel et leur ai demandé de le mettre avec les autres. Je n'aimais pas vraiment me salir les mains, mais je savais que c'était ce qui devait être fait, car mon père m'avait dit que c'était le seul moyen de garder l'entreprise familiale en vie. Notre motel était essentiellement un gouffre financier. Mon père savait qu'on ne pouvait pas continuer à gérer le motel encore longtemps et qu'on devrait éventuellement le fermer, mais il a conclu un accord avec le cartel pour éviter ça. Il a réalisé qu'un vieux motel comme le nôtre était le meilleur endroit pour trouver des laissés pour compte, notamment des gens sans famille qui ne seraient pas recherchés s'ils disparaissaient. On leur propose simplement une chambre à prix dérisoire et on attend qu'ils mordent à l'hameçon. Ils sont ensuite drogués et envoyés au cartel pour servir de passeurs. Le cartel nous paie bien pour ce service et on utilise cet argent pour faire tourner le motel tout en proposant les chambres les moins chères du marché. Je n'ai aucun remords, car je sais que je fais seulement ce qu'il faut pour garder le motel Brimshire à flot. Salut, moi c'est Maggie. Je venais de me marier et on repartait en lune de miel avec mon merveilleux mari Joseph. On avait réservé un endroit au bord de la mer. Joseph adorait conduire, donc on a décidé d'y aller en voiture plutôt qu'en avion. On est parti le matin. On devait arriver au coucher du soleil, mais soudain la voiture est tombée en panne en plein milieu de nulle part. On a sorti nos téléphones pour appeler, mais il n'y avait pas de réseau. On se demandait quoi faire. Il fallait trouver un moyen d'aller à la ville la plus proche pour trouver un garage, mais il n'y avait personne. Le soleil commençait à se coucher, et on s'inquiétait quand une voiture qui passait s'est arrêtée et est revenue vers nous. Un homme aux yeux bleu pâle et à la coupe étrange est descendu et nous a dit « Salut, moi c'est Rob, tout va bien ?» Joseph lui a raconté ce qui s'était passé et il a souri en disant qu'il était déjà trop tard et puis il nous a parlé d'un motel pas loin où on pouvait passer la nuit et réfléchir à ce qu'on allait faire le lendemain. Joseph m'a regardé et j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée, alors on a accepté de le suivre. On a poussé la voiture sur le côté de la route, on l'a garée et on est parti avec Rob. Rob nous a emmenés à ce motel, le Highway Heaven, mais franchement, ça ressemblait plutôt à l'enfer. C'était flippant, mal éclairé, avec des murs qui semblaient tout droit sortis de l'époque victorienne. Rob a souri d'un air gêné et s'est excusé pour l'état du motel. Il nous a dit qu'il était en train de redécorer et que c'est pour ça que ça paraissait un peu délabré. Il nous a donné la chambre gratuitement et nous a dit qu'il connaissait un garage dans la ville d'à côté et qu'il nous y emmènerait dès le matin. On s'est installé dans la chambre. Elle était confortable mais dégageait une atmosphère étrange. Un peu plus tard, on a frappé à la porte. C'était Rob. Il venait nous inviter à dîner, un repas qu'il avait spécialement préparé pour nous. On s'est assis à table et Rob nous a servi lui-même. Il avait le sourire le plus étrange. C'était moins un sourire qu'un rictus de tueur en série inquiétant. Ça m'a donné des frissons dans le dos, mais le dîner qu'il avait préparé était tellement délicieux et nous avions tellement faim que nous avons ignoré tout ça et mangé.
Après le dîner, j'ai demandé à Rob, la femme de Rob, « Rob, tu vis seul ici ?» Il m'a dit qu'il n'était pas toujours seul. Il avait été marié, et cet endroit appartenait en fait à sa femme. Je lui ai demandé où était sa femme, et il s'est soudainement tu. Il m'a regardé froidement puis m'a dit que sa femme s'était suicidée alors qu'elle était enceinte. Je me suis senti vraiment désolé pour Rob, mais plus tard cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai été réveillé par des sons de chant. C'était étrange et inquiétant. Je voyais de la lumière sous la porte et elle bougeait. J'ai eu peur et j'ai réveillé Joseph, mais quand il s'est réveillé, le son et la lumière avaient disparu. J'ai essayé de le dire à Joseph, mais il ne me croyait pas. J'ai insisté pour qu'il aille vérifier. Il était irrité, mais il est allé ouvrir la porte. Il n'y avait personne dehors. Tout était calme et paisible. Il m'a dit de retourner me coucher. Je n'arrivais pas à dormir. Alors Joseph m'a serré fort dans ses bras et m'a aidé à me rendormir. Ça ne devait pas faire 2 heures quand on a entendu un grand fracas, comme si quelqu'un utilisait une hache ou quelque chose comme ça. On se demandait ce qui se passait quand on a vu l'ombre d'un homme derrière notre fenêtre. On était sous le choc, on n'en croyait pas nos yeux. C'était l'ombre d'un homme levant sa hache et d'un autre homme qui suppliait pour sa vie. Non, 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 pitié, ne faites pas ça, je vous en supplie. L'homme à la hache éclata d'un grand rire et abattit la hache si vite qu'il trancha quelque chose sur l'homme. On a entendu un grand bruit sourd et l'homme qui hurlait de douleur. On a aussitôt couru à la réception pour prévenir Rob, mais il n'était pas là. On a sonné la cloche, mais personne n'a répondu. Je paniquais et j'ai dit à Joseph, « Partons d'ici. » Maintenant, Joseph m'a dit qu'il était trop tard dans la nuit pour aller où que ce soit. Il a vu le téléphone et l'a décroché pour appeler la police. Mais la ligne était coupée. On a décidé d'aller vérifier la chambre d'où venait le bruit fort. La chambre se trouvait juste au-dessus de la nôtre. On a monté à l'étage suivant et il y avait un long couloir. On ne savait pas exactement quelle chambre c'était, alors on a décidé de toutes les vérifier. J'étais juste derrière Joseph. J'avais peur et je lui tenais la main pendant qu'il ouvrait la porte d'une des chambres. Il n'y avait personne à l'intérieur et étrangement, il n'y avait pas de lit non plus. On a inspecté les autres chambres et elles étaient vides aussi. J'avais de plus en plus peur. Joseph était sur le point d'ouvrir la porte d'une autre chambre quand soudain, elle s'est ouverte et Rob se tenait devant nous en souriant. Joseph lui a parlé du bruit qu'on avait entendu, mais ce que j'ai vu en baissant les yeux m'a glacé le sang. Rob tenait une hache dans sa main, tachée de sang. Avant que je puisse montrer la hache à Joseph, Rob sourit et dit d'un ton menaçant « Je déteste les mariages. Ils sont une malédiction et je tuerai tous ceux qui se marient. » Il a levé sa hache pour nous couper quand je l'ai poussé et me suis enfui. Rob nous a poursuivis avec sa hache en criant « Je vous tuerai !» Le mariage est une malédiction. On a descendu les escaliers et couru vers la porte principale, mais elle était verrouillée. Joseph s'acharnait à l'ouvrir. Rob s'est avancé vers nous avec un rire menaçant en nous voyant nous débattre. Je cherchais quoi faire quand j'ai vu quelque chose et une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis baissé et j'ai tiré le tapis sous les pieds de Rob. Il a glissé, est tombé et a lâché la hache. Rob s'est cogné la tête violemment et peinait à se relever. Et juste à ce moment, Joseph a forcé la serrure et on s'est échappé de ce motel infernal. C'était la pire nuit de ma vie. Salut tout le monde, je m'appelle Léon et ma copine s'appelle Ashley. On était tous les deux en route chez mes parents, mais j'avoue qu'en prenant un raccourci, je nous ai perdus. La nuit tombait et on a dû trouver un motel. Alors je me suis arrêté à une station-service pour demander. L'homme à la station-service était vraiment terrifiant. Son visage était complètement déformé. Son seul œil était d'un blanc immaculé. J'aurais juré que l'œil était en plastique, mais il pouvait nous voir quand même. Le motel le plus proche est à quelques kilomètres, étranger. Mais faites attention. Dieu est plus présent que jamais dans ces contrées. Ses yeux seront sur vous à tout moment. Bien sûr. Merci. On a repris la route et comme l'avait dit cet homme terrifiant, le motel était à quelques kilomètres. Je ne voulais pas chercher à comprendre ce qu'il entendait par mauvaises habitudes. Je voulais juste m'éloigner de lui le plus vite possible. En entrant dans le motel, le propriétaire, assis immobile dans son fauteuil, semblait plutôt sympathique, mais quelque chose nous a troublés. Son sourire était sombre, presque obsessionnel. Même si on était bien pris en charge, on sentait qu'on n'avait pas notre place ici.
Mais on ne pouvait pas continuer à conduire de nuit. La route était compliquée. J'avais sommeil et Ashley ne savait pas conduire. On est entré dans la chambre et on a posé nos affaires, mais on ne pouvait pas s'empêcher de se sentir observé. J'ai marché rapidement vers le rideau et j'ai ouvert la fenêtre brusquement. Une silhouette s'est échappée précipitamment. Quelqu'un nous espionnait. Je n'ai pas eu le temps de voir qui se cachait derrière le rideau. J'ai juste vu une partie de sa silhouette s'éloigner tranquillement, comme si de rien n'était. Je déteste ce motel de merde. Allez, on va dormir. On ferme la porte à clé et on ferme les fenêtres. Ouais, on partira demain matin. Ashley s'est endormie assez vite. Je voyais bien qu'elle était plus fatiguée que moi. Même si j'avais très sommeil, je n'arrivais pas à dormir. Je me sentais observé. J'avais l'impression que quelqu'un était près de nous. Soudain, j'ai entendu un bruit dans la chambre. C'était pas quelqu'un, c'était un bruit métallique. J'ai réveillé Ashley et allumé la lumière. On a commencé à chercher d'où venait le bruit. C'était une caméra. Une caméra nous espionnait depuis un vase. On a continué à chercher et trouver des caméras partout. Les murs, les meubles, même une vis sur le lit. Furieux, j'ai dit à Ashley de rester dans la chambre et je suis allé directement chez le propriétaire. Je lui ai tout dit avec une colère immense, mais quelque chose dans son sourire a fait disparaître ma colère. Il me regardait joyeusement avec un sourire tordu et macabre. Pendant qu'il m'écoutait, je tremblais. C'était comme s'il allait exploser de la rage qu'il retenait, comme s'il était forcé de ne pas arrêter de sourire. « Monsieur, vous m'accusez de filmer un client ? Notre motel est peut-être petit, mais ici on s'assure que nos clients passent le séjour de leur vie. Je sais ce que j'ai vu. C'était plein de caméras et... » J'ai interrompu ma propre phrase en réalisant que l'homme tenait un énorme couteau dans ses mains. Comme s'il réalisait qu'il avait été découvert, l'homme a bondi de sa chaise avec le couteau et est tombé au sol, où il a rampé lentement vers moi. « Monsieur, je crois que vous nous devez des excuses, à moi et à l'hôtel. Ici, on ne fait que vous offrir le meilleur service. Ce type était fou. » Je devais retrouver Ashley et partir au plus vite. En courant vers notre chambre, j'ai remarqué un détail. Cet homme est infirme. En ouvrant la porte, ma copine n'était pas seule. L'homme de la station-service tenait Ashley par le cou, un couteau sous la gorge. Sans effort, il a soulevé ma copine et s'est dirigé vers la sortie. J'ai voulu me relever, mais je suis retombé, le souffle coupé. Ce coup de pied m'avait vraiment fait mal. Il était déjà à la sortie, je ne pouvais que le regarder jusqu'à ce que quelque chose l'arrête. Taurus, je t'ai demandé de ne pas apporter tes trucs catholiques dans mon hôtel. Tu ne vois pas que tu fais peur à mes clients? Furieux, l'homme attrapa le propriétaire de l'hôtel par la tête et le souleva. Avec une force brute, il commença à écraser son crâne de plus en plus fort. « Oh Ramon, tu as toujours été une déception pour Dieu et pour moi. Toujours obsédé par ce bout de pierre. Lâche-moi. Heureusement, je ne te considère plus comme mon père depuis longtemps. Mon seul père est là-haut et il veut te voir en personne pour te dire 2 mots. » Ashley me vit terrifié. Et de toutes nos forces, nous avons profité de ce moment pour courir le plus vite possible hors de l'hôtel. En descendant le couloir, je me retournais et regardais. Dans un dernier effort, l'homme fit exploser le crâne fracassé avec ses doigts, le brisant comme une citrouille. Nous courûmes vers la voiture, mais elle ne démarrait pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce truc? Elle ne m'a jamais lâché avant. Léon, regarde! À quelques mètres, une traînée d'essence s'échappait de notre voiture et au bout de cette traînée, un moteur gisait sur le sol. C'était le moteur de ma voiture. Nous sommes sortis les mains ensanglantées et à quelques mètres, un homme qui se présentait comme Bétorès marchait dans notre direction. Ô pécheurs impurs, vous n'êtes plus les bienvenus sur ces terres. Fuyez, ou la fureur divine s'abattra sur vous. En réponse, nous avons couru aussi vite que possible sur la route jusqu'à en perdre haleine. Nous avions perdu de vue Bétorès, la station-service et le motel. Dans les plus longues minutes de nos vies, un couple nous a pris en stop sur l'autoroute et nous a conduits à la ville la plus proche. Nous n'avons plus jamais entendu parler de cet étrange homme. À partir de ce jour, Ashley a appris à conduire et aujourd'hui, nous conduisons à tour de rôle. Nous ne nous garerons plus jamais dans un motel.